ait 3, 4 femmes, parce que vous avez oublié de le mentionner, parce que le Coran le dit. Vous n'allez pas sortir un élément que je ne vais pas choquer en disant un épiphénomène, mais c'est adossé à une culture, c'est adossé à une tradition, c'est adossé à une religion. Et qu'on le veuille ou non, même ceux qui ne sont pas musulmans et autres, ont le droit de prendre 2, 3, 4 femmes. Mais qu'on retrouve au Cameroun des femmes en train de le faire, ça m'étonnerait. C'est dans un contexte particulier. Et même, on a l'habitude de dire, même ceux qui ne le clament pas haut, on sait très bien, on connaît l'étiquette ou les stéréotypes du genre, il a 1, 2, 3 tiroirs. Personne ne va empêcher, je ne vous apprends rien. Donc, le rôle de la femme dans la société, oui, elle est née, destinée bibliquement, chrétiennement parlant, à fonder un foyer, d'où même le parallèle institutionnel du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Il faut faire la promotion de la femme en se souvenant que c'est elle qui doit porter la famille. Elle est fondée à conduire l'institution famille, qui est une institution, ma foi, pas seulement africaine, mais une institution universelle. Parce que c'est elle, c'est à travers la famille qu'on a le rôle de la production, de reproduction et autres, et de développement de la démographie dans le monde. Quand vous avez des sociétés où il n'y a pas de progrès, où on limite les naissances, vous avez l'impact du poids démographique sur la croissance économique et ainsi de suite. Donc les femmes, même si c'est un rôle social qu'elles jouent, c'est un beau rôle, c'est même un bon rôle qui a un impact économique. On a des sociétés où on développe davantage de naissances. Justement, on va revenir sur la position professionnelle, économique de la femme africaine. Madame Billet, des mouvements comme Mon mari a 3 à 4 femmes, est-ce que vous pensez que c'est essentiellement adossé à des traditions religieuses comme l'islam? Moi, je ne pense pas. Je pense que moi, je soutiens ce mouvement à 100%. Puisque de temps en temps, quand ça ne va plus dans la société, il faut faire un bond vers l'arrière pour regarder dans la nature. La nature est notre livre, elle est notre miroir, on la lit. Dans la tradition africaine, la société était organisée de sorte que le mari se présentait comme étant le directeur général et les épouses étaient les directeurs de structure. Et il y avait une harmonie parfaite. Chacun avait un rôle précis. Tout ça, c'était pour l'épanouissement de l'ensemble de la famille, puisqu'en fait, la femme n'est qu'un maillon d'une chaîne. La femme est une composante de la famille, dont la femme était donc le pilier de cette famille-là. Elle était la base. À plusieurs, ça se passait très facilement et il y avait une cohésion sociale au niveau de la famille. Bon, tant que la famille est malade, parce qu'il y a aussi des violences faites aux hommes, à travers nos agissements, à travers nos actions envers les hommes. Là, parfois, les hommes réagissent aussi de manière violente. Oui, justement. Oui, est-ce que vous êtes en train de dire qu'une femme ne suffirait pas à un homme? Non, je ne pense pas. Une femme ne suffirait pas à un homme. Déjà, l'instauration de la monogamie, ça a créé trop de problèmes. Puisque la monogamie, c'est quoi? C'est une polygamie de tranchées. Parce que pour la monogamie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une au-dedans et plusieurs à l'extérieur. Donc, quel qu'en soit le cas, où est-ce qu'on soit, même dans quel, je ne sais pas, tous les hommes sont polygames. Il y a cette polygamie de tranchées. Il y a toujours une femme quelque part dans l'ombre qui tire les ficelles pour déchirer le ménage. Alors que si au départ, on avait accepté la polygamie, qu'est-ce que le mari ferait? S'il est amoureux d'une femme et qu'il pense qu'il peut la prendre pour épouse, ça serait mieux de la ramener à la maison. Et puis les différentes femmes, comme je l'ai dit au départ, les chefs de département, les chefs de structure, chacun aurait des rôles spécifiques. Cet ensemble-là produiront donc, je pense, l'éclosion de la famille. La famille serait rehaussée et il y aura même moins de problèmes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ces femmes au dehors, c'est la conséquence de cette monogamie qui voudrait qu'une dedans, plusieurs à l'extérieur.
et la polygamie de tranchées avec tout ce que ça comporte. Les femmes à l'extérieur ne restent pas là impassibles. Il y a les maraboutages, il y a des ensorcellements, il y a les maladies sexuellement transmissibles, les enfants monoparentaux et autres. Il y a plusieurs mots. Donc, c'est dû au fait que la femme veut être dans un foyer monogame, oubliant qu'elle aussi, elle reçoit des chocs par rapport à tout cela. Vous voyez, aujourd'hui, on demande trop à la femme parce que les importateurs de modèles ont institué beaucoup de choses dans notre société qui ne s'accommodent pas avec nos réalités. Donc, moi, je pense que pour ce mouvement, c'est un mouvement qu'on doit intégrer dans notre société africaine. Moi, je suis fan, ce peuple de l'Afrique centrale qu'on trouve au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun et au Congo, oui, nos ancêtres, depuis la création, nos ancêtres ont trouvé la nature et ils ont quitté cette nature. La nature est restée imperturbable. Bon, quand ça ne va plus, je crois qu'il faut regarder dans le rétroviseur, faire une marche en arrière. Moi, je pense que ce serait mieux que nous soyons tolérantes, nous les femmes, laisser nos maris prendre d'autres épouses. Ok. Madame, professeur, vous semblez pas une inquiétude légitime? Bon, la polygamie, moi je le dis et je réitère que la polygamie a son droit d'être. Puisque même dans cette polygamie, vous savez, dans toutes les sociétés, on peut améliorer les choses. Il y a des choses qui existent déjà, qu'on peut améliorer. C'est ça qu'on appelle le modernisme. Toute société a des nuisances. C'est-à-dire, on peut attaquer ces nuisances, comme elle a énuméré certaines nuisances qu'on pouvait attaquer, mais les opportunités, on pouvait les améliorer. Par exemple, dans la société ancienne où il fallait cultiver les terres, nous ne sommes plus à cette époque. Les femmes peuvent se battre dans d'autres secteurs d'activité, mais quand elles sont polygames, pendant que X s'occupe de telle tâche, Y s'occupe de l'autre. Mais dans le foyer monogamique, la femme est trop sollicitée. La femme est dans les marchés, elle est dans les avions, dans des conférences, au bureau, dans des entreprises. Que deviennent les enfants à la maison? Monsieur, justement, je vous permets. Monsieur. D'accord que c'est le système purement africain. Pourquoi? Même la Bible et le Coran, elle a cité le Coran, elle a même pensé que ce groupe de femmes reposaient leurs activités au Coran. Je dis même non, ça se repose aussi dans la Bible. Quand on lit Ésaïe 4, verset 1, qu'est-ce qu'on dit là-dedans, dans la Bible? On vous dirait par exemple aujourd'hui que c'est l'Ancien Testament. Je dis non. Dans Ésaïe 4, on prévoyait déjà ce qui va bientôt, qui est en train d'être fait aujourd'hui. On dit que... Hein? Oui, on dit là-dedans qu'à un certain moment, il y aurait 7 femmes qui iront vers un homme pour lui dire, s'il te plaît, prends-nous et nous voulons au moins porter ton nom, mais nous pourrons nous-mêmes trouver de la nourriture et nous vêtir de notre propre moyen. Dans le Coran, il est bien précisé que l'homme peut avoir une femme. Selon les capacités, il peut aller à la deuxième femme. Si les moyens le lui permettent, il va à la troisième et limite quatrième. Ça veut dire quoi? On peut avoir des difficultés à faire des enfants avec la première femme. Au lieu de la répudier, on prend la deuxième sans toutefois passer par les divorces qu'on rencontre. Vous savez combien les divorces coûtent cher et mettent long. Un foyer monogamique a des difficultés à pouvoir divorcer lorsqu'il y a des problèmes. À Douala, au Cameroun, il y a eu un problème où la femme, cherchant à garder son foyer, parce que l'homme avait trop de moyens, la femme est allée chercher un enfant chez un marabout. Lors de son accouchement, le bébé est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté l'infirmière pour lui dire « Je ne peux pas rentrer à la maison sans enfant ». Ils ont remplacé le bébé mort par un bébé vivant. La dame est rentrée avec le bébé à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a eu pratiquement 17 ans, avec un bac. Le père était content, il a maintenu le foyer. Au moment où l'enfant commence à être épanoui et libre, la femme commence à lui faire la jalousie. Comme quoi, elle ne sait même pas d'où elle vient et tout ça. Ça fait qu'à un certain moment,
l'enfant, l'infirmière est revenue vers la famille pour dire ben, je viens rendre visite à notre enfant. Et c'est en ce moment que la mère l'envoie vers la fille qui était déjà grande. Qu'est-ce qui se passe donc là? L'enfant a appris que réellement, on a pu l'introduire dans cette famille pour pouvoir bénéficier de certains biens. Là-dedans, maintenant, elle s'est mise à chercher ses parents. On n'a pas pu retrouver. Dans la polygamie, les avantages de la polygamie sont énormes. Vous voyez, dans certains pays africains comme le Gabon, lorsque vous arrivez dans le marché, dans ces zones-là, vous trouverez des enfants en train de pousser, les enfants qui doivent aller à l'école. Lorsqu'on va vers ces enfants-là, on retrouve que c'est des enfants issus des familles purement monogamiques où la femme, et des fois même les enfants, dont les femmes n'ont même pas de mari. Et ces maris viennent des familles monogamiques, ils viennent faire des enfants dehors et on ne les reconnaît même plus. Dans d'autres cas, il y en a plusieurs. La polygamie a son sens ici. Vous aviez parlé des conventions. La CEDEF qui se repose sur la protection de la femme, les discriminations. Dans les articles 14, 15 et 16, il est dit là que la femme doit être autonome. La femme doit avoir ses moyens. La femme peut avoir son compte bancaire. La femme peut... Il y a plusieurs domaines dedans. Pour avoir un compte, vous aurez peut-être l'occasion de... Qu'est-ce qu'il faut? Professeur Ebalé. Oui, merci. En fait, il fallait que je suis, parce que là, je ne sais même pas. Okay, vous imaginez que lorsqu'on ouvre un compte, quand une femme ouvre un compte, il est dit que une femme mariée, les deux doivent gérer le compte. Mais les femmes qui ouvrent leur compte n'ont jamais ouvert ces comptes au nom de femmes mariées. C'est toujours des femmes célibataires, mais avec des actes de mariage. Et les hommes le font systématiquement? C'est le compte de l'homme que l'on gère dans le foyer. C'est l'homme qui gère pratiquement la scolarité, gère la relation, le loyer. Je veux dire que j'ai été, une fois de plus, surpris, mais par quelque chose que je savais déjà au niveau de la direction des travaux, des mémoires des étudiants, à savoir que beaucoup de femmes préfèrent la polygamie. Moi, je suis travailleur du ministère de la promotion de la femme et de la famille, où nous avons tendance, n'est-ce pas, à faire l'apologie de la monogamie. Dirigeant déjà un certain nombre de mémoires sur la polygamie, j'ai été surpris de constater qu'il y a des femmes qui sont pour la polygamie, et je le vois encore aujourd'hui, qu'il y a des femmes qui soutiennent la polygamie, et avec des arguments que madame a un peu évoqués, à savoir qu'elle préfère que lorsqu'il va à ces choses, elle aussi évoque à ces choses. Qu'elle ne soit pas là, elle a fait des études, et elle ne veut pas être là pour être la ménagère de la maison, celle qui organise tout. Mieux vaut qu'à certains moments, il y ait d'autres pour aider. Je le dis parce qu'en fait, il s'agit purement et simplement d'analyse que je veux faire. Je voudrais faire une analyse pour dire que, en fait, l'Occident a une idéologie qui promeut l'éclosion du super-homme. C'est une idéologie individualiste, capitaliste et individualiste, qui promeut le super-homme, donc la liberté à tout prix. C'est-à-dire qu'il y a l'homme qui doit s'élever, se manifester en tant qu'homme. S'il peut même mener tout le reste de l'humanité, c'est ce genre d'homme que l'Occident recherche, contrairement à l'Afrique, qui, de façon constante et générale, essaie de vivre dans une espèce de nous collectif, dans un collectivisme où la socialisation de l'individu se fait de façon communautaire. Et là, nous avons donc des Africaines, et ça, on a l'exemple sur le plateau, qui sont focalisées sur des modèles qui sont des modèles différents. On peut donc avoir des Africaines focalisées sur un modèle capitaliste et idéologiste, du super-homme, mais d'autres qui sont focalisés sur le modèle communautariste, où on se rend bien compte que, avec la socialisation ancienne, la polygamie ne posait pas un certain nombre de problèmes. Mais malheureusement, avec la modernité, elle se met à poser ce genre de problème. Alors, c'est donc à ce niveau qu'il y a réellement un problème. Que privilégie-t-on? Le modèle communautariste, le modèle individualiste, ou alors il y a une construction d'une espèce d'autre modèle hybride qui fait qu'aujourd'hui, on peut être communautariste
parce que c'est plus bénéfique. Demain, on devient individualiste parce que c'est devenu... Donc, la femme africaine actuelle a ce problème. On va évoluer, professeur, sur la situation sociale de la femme africaine. Et avant, professeur Ndifo, peut-être 30 secondes de réaction par rapport... Oui, par rapport à cette question, Quelle femme africaine parle-t-on? Quand on parle de la femme africaine, qui est même cette femme africaine? En fait, on rencontre des femmes et des femmes qui peuvent être épanouies ou pas. Les femmes, moi je suis psychologue, hein, nous avons l'habitude d'étudier des cas individuels. Mais nous pouvons aussi étudier le groupe. En fait, c'est l'individu qui vit dans un contexte et il lui revient dans ce contexte de s'adapter, de s'intégrer et de se donner les moyens de sa bonne réinsertion sociale. Bon, maintenant, pour revenir à cette femme qu'on appelle femme africaine là, le statut qu'avait cette femme dans l'Afrique ancienne, c'était quoi? C'est que c'était la compagne, c'était la mère qui était chargée de la socialisation, c'était même la conseillère, c'était la nourricière. Elle avait tellement de rôles à jouer que quand on voit l'importance de ces rôles, on ne peut que comprendre qu'il s'agissait d'une femme suffisamment épanouie. Parce que quand une personne joue ses rôles auprès de vous, vous ressentez le devoir de lui permettre de continuer à jouer aisément son rôle. Mais c'est ce que je disais tantôt, à savoir que le contexte actuel permet-il toujours à cette femme d'être cela. Bon, maintenant, ce que je voudrais reconnaître aujourd'hui, et ça je vais le reconnaître en tant qu'homme aussi, c'est que nos femmes, en fait, travaillent plus que nous les hommes. Nos femmes travaillent. Et nos femmes ont ceci de particulier, que lorsque vous avez le bon regard, vous en tant qu'homme, il y a des aspects de votre vie de famille ou de couple que vous lui donnez, vous lui remettez les gérer. Et une femme qui les gère bien, en fait, va s'épanouir au moins par rapport à ces aspects. Et si vous lui permettez de gérer ces aspects, vous devrez aussi lui donner les moyens d'arriver. Mais malheureusement aussi, il y a beaucoup d'autres phénomènes qui peuvent intervenir et qui peuvent peut-être perturber son épanouissement. Et là, il s'agit, n'est-ce pas, de petits conflits qu'on peut créer quotidiennement. Et si on la met constamment dans le conflit, l'épanouissement qu'elle devait avoir, elle ne l'aura plus. Professeur? Oui, je vais appuyer en disant que justement dans nos sociétés africaines, d'hier comme aujourd'hui, comme celle d'aujourd'hui, les femmes sont restées des êtres aux 1000 bras. La femme aux 1000 bras. Il a décliné certaines des fonctions de la femme de façon naturelle. Elle procrée, elle travaille, elle se lève tôt, elle est la première à se lever, la dernière à se coucher. Malheureusement, je ne sais pas si on reviendra sur ces questions, malheureusement, on n'a pas encore réussi à trouver sur le plan économique comment mesurer la contribution de ces femmes dans le calcul des facteurs de développement. Il est important. La femme ne peut pas être épanouie tant qu'elle ne prend pas sa place. La place de la femme, c'est d'accompagner l'homme, c'est d'éduquer les enfants. La femme se lève tôt, elle se couche tard. La femme consacre toutes ses énergies, ses efforts au service du bien-être de la famille. Donc la femme est un acteur, la femme est partenaire de l'homme. Bon, cette même femme, les violences qu'elle subit, elle est à la fois auteure des violences, à l'amont et consommatrice des violences à l'aval. Donc, on dirait donc souvent que les violences faites aux femmes, c'est des réactions démesurées, violentes même, des hommes face aux actions posées par les femmes. Et la société tente maintenant de résoudre le problème parce que là, on a des causes à effet. Qu'est-ce que la société fait? Elle tente tant bien que mal à résoudre les problèmes au niveau de l'aval, au lieu de les résoudre à l'amont. Parce que si déjà la réaction est démesurée, quelle est la mesure de l'action?
L'homme est de nature réservée, l'homme ne bavarde pas beaucoup. L'homme subit souvent certaines choses en victime résignée. Nous devons le reconnaître en toute objectivité. C'est-à-dire, moi, je ne m'exclus pas. Quand je parle de ce cas généralisé, je parle de toutes les femmes, y compris moi-même. L'homme est taciturne. C'est difficile que l'homme expose la vie conjugale. Mais chez nous, les femmes, au marché, à l'église, avec les copines, c'est-à-dire la vie du foyer est vilipendée. Ce qui fait même que ces amis chez qui nous nous confions, ce sont ces mêmes amis qui causent des violences que nous subissons à l'intérieur de nos ménages. Parce que souvent, quand nous sommes maintenant très occupés à vouloir aller travailler, à vouloir aller au marché, à vouloir monter dans les avions, aller dans des conférences, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme est isolé, il se retrouve seul. Il trouve d'abord asile dans les débits de boissons. Après les débits de boissons, il cherche à construire d'autres bureaux avec tout ce que ça comporte à l'extérieur. Celle du dehors, elle est lésée. Il faut à tout prix qu'elle entre aussi. Parce que quand la femme est à l'extérieur, son objectif, c'est d'enlever celle de dedans. Donc, mieux vaut vivre pleinement cette polygamie. C'est mieux qu'elle soit pratique, qu'elle soit réelle. Parce que là, elle est dans l'ombre. Les femmes tirent les ficelles dans l'ombre pour détruire les ménages des autres. Et ces femmes même sont la conséquence de cette polygamie, de cette monogamie qui est la polygamie de tranchée. Donc, c'est un peu complexe. C'est complexe, professeur Ndifo. Est-ce que les femmes seraient... Il faut que l'analyse aille un peu plus loin. Vous voyez aujourd'hui, l'Asie, l'Occident, encore eux, sont en train de créer des poupées sexuelles. Voilà. Ces poupées viennent reposer le problème de la polygamie et de la monogamie, mais autrement. C'est-à-dire que dans une société où peut-être on refuse de consommer la polygamie, on se dit, bon, comme si j'amenais une autre femme, cela créerait des problèmes à mon épouse. Maintenant, on amène quelque chose de pire. On lui amène un objet pour être en quelque sorte... la personne, la chose à laquelle on... objet sexuel. Oui, elle-même n'était... C'est-à-dire qu'elle-même n'était qu'en réalité un objet sexuel, parce qu'on lui apporte un objet sexuel pour lui dire, bon, pour que tu sois en paix, là, bon, laisse-moi avoir mon objet sexuel. Vous voyez, ça repose un certain nombre de problèmes qui peuvent avoir trait à la monogamie, à la polygamie, mais je crois que c'est aussi un champ ouvert à la réflexion. Moi, je n'ai pas de conclusion à dire par rapport à ça, donc, mais cela permet de comprendre peut-être que la polygamie ne posait pas des problèmes pires que ceux qui vont se poser à des femmes qui ont désormais pour... comment on appelle ça? Pour coépouser la poupée une poupée sexuelle. Comment se sentirait cette femme? Monsieur Eka, Oui. Qui serait chodifiée à ce point. C'est ça. OK. Bon, alors, pourquoi instituer la monogamie alors que c'est elle qui fait du désordre sur le marché? Vous verrez que tous les crimes passionnels sont des crimes liés à la monogamie. Pratiquement tous les crimes. Vous pourrez faire Ok, je voulais vous relancer sur l'aspect des violences faites aux femmes. Vous estimez dans votre association que les femmes, peut-être les violences faites autour des femmes seraient un peu trop médiatisées et que les hommes aussi seraient des victimes des violences? Les violences conjugales, je précise. Que ce soit, non, on ne vit pas que des violences conjugales parce que c'est ça qui a un peu... c'est ce qui fait confusion dans ce qu'on appelle violence. On s'est limité aux violences conjugales, c'est beaucoup plus physique qu'à tout ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, quand un homme meurt, habituellement, la famille sait bien que c'est la femme qui est à l'origine du décès de cet homme. Le jour du décès, elle est assise, entourée de ses amis, au lieu d'être entourée de la belle famille ou de sa famille. Parce que toute la famille la rejette. C'est pourquoi? Parce que la femme a passé le temps à violenter son homme verbalement, psychologiquement, sexuellement, rituellement. Vous voyez, les hommes ont des gros ventres aujourd'hui. La majorité de ces gros ventres, ça provient des produits qu'on met pour garder son homme. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il reste avec... C'est un peu comme un titre foncier. Tu as trouvé un titre foncier, il te le garde, l'homme devient ta propriété.
toutes les violences, quand on dit que les femmes sont violentées, moi je le cherche encore. On peut encore parler des pratiques de mutilation sexuelle, des pratiques sur le repassage des seins, et encore plus, c'est les femmes qui pratiquent ces actes-là. Il n'y a aucun homme. C'est justement pour cette raison. En 10 secondes, vous concluez. Oui, c'est pour cette raison que je dis que les femmes sont à l'amont et à l'aval. Et ça, c'est vrai. Cause à effet. Monsieur, et quand vous poursuivez 10 secondes. Alors, ça me fait perdre la sanction. Nous disons donc que les femmes sont violentées parce qu'elles provoquent elles-mêmes la violence. Par rapport à tout ce que nous citons là, je dirais qu'il y a relativement 80% d'hommes violentés. Et c'est les réactions des hommes qui poussent les structures internationales qui savent bien ce qu'elles veulent dans la recherche, dans la protection de la femme. Seulement, il faut qu'on protège l'homme et la femme parce que les deux entités sont appelées à vivre ensemble. Je crois qu'on a prélevé la côte de l'homme pour fabriquer la femme. Professeur Difo. Pour créer la femme. Alors, ça fait que l'homme en fait, l'homme en fait, l'être humain est identique. On ne doit pas séparer l'homme de la femme. On doit faire protéger la femme autant que l'homme. Vous avez raison, puisque selon la même source, la femme est l'aide semblable de l'homme. Vous avez été créé, vous avez senti ce vide-là, vous avez ressenti ce vide, et nous sommes auprès de vous pour que vous soyez d'abord individuellement complet, épanoui, et que vous contribuiez aussi à l'épanouissement des femmes. Donc, je veux dire, c'est une initiative réciproque. Et c'est même difficile. Et nous devons tous individuellement œuvrer à ce que l'autre soit épanoui, parce que c'est ce faisant que nous le sommes nous-mêmes. Je voudrais dire que c'est excessif. Je voudrais dire que c'est excessif de mettre toutes les violences sur le compte des femmes. C'est quand même excessif parce que si je prends seulement un exemple sur les mariages précoces, c'est-à-dire les mariages pratiquement des enfants qui